La politique avec Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Steve, bonjour. Merci de nous rejoindre. Comme chaque lundi, vous êtes le directeur de la rédaction d'Actu-J. Alexis, la France commémorera jeudi prochain le 10e anniversaire des attentats terroristes du 13 novembre 2015. 130 morts, près de 500 blessés et des milliers de traumatisés. En quoi, Alexis, ce vendredi noir a changé la donne dans la lutte antiterroriste en France, quelques mois après les attentats de janvier 2015, cette fois contre Charlie Hebdo et l'hypercacher? Vous vous posez comme à l'accoutumée les bonnes questions. Ça a été une année sanglante, face à laquelle, je vais vous répondre sur l'antiterrorisme, mais face à laquelle la société française, en dépit de tout ce qu'on pouvait craindre, a montré ce qu'on appelle aujourd'hui, le mot est un petit peu galvaudé, je le sais bien, il vient du neuropsychiatre Boris Cyrulnik, mais la résilience, c'est-à-dire la capacité de résistance et de plasticité en même temps face à une menace nouvelle. C'est vrai qu'elle a montré cela. Il n'y a pas eu d'expression d'un racisme anti-musulman qui aurait dégénéré sous une forme violente. Il y a eu plutôt une unité de la nation républicaine. Donc ça, c'est à saluer comme un des acquis, j'allais dire, de ces années-là, qui reste en quelque sorte un héritage à méditer et à faire vivre. Mais par ailleurs, vous avez absolument raison. Depuis, les menaces ont évolué. J'écoutais, comme peut-être vous, le procureur national antiterroriste, Olivier Christen, qui est un homme important, évidemment, au cœur de la gestion de ces dossiers, et qui notait que les modes opératoires qui avaient présidé à ces carnages, qui ont commencé, comme vous le savez, effectivement, en janvier 2015, et qui se sont achevés, qui se sont clos dans cette séquence par les massacres commis par les soldats, les cavaliers de l'apocalypse de Daesh sur le sol parisien, dans les quartiers de l'Est parisien, très bobo entre guillemets, le 13 novembre 2015, avec le Bataclan notamment. Et donc effectivement, ce contexte-là est un contexte qui se réfère à un certain âge, à une certaine période du djihadisme. Pour aller très vite, je me réfère aux travaux de Gilles Kepel, il a raconté cela avec vraiment dans le comment dire, avec tous les éléments de détail qui sont intéressants à garder à l'esprit. On recevra d'ailleurs très prochainement à ce micro. Voilà, il signe un livre passionnant d'ailleurs avec Jean-François Ricard qui s'appelle Antiterrorisme, la traque des djihadistes sur ces sujets-là. Il y a 10 ans, nous étions face à un mouvement terroriste qui avait un réduit territorial. Alors, c'était pas un pays vraiment, mais un réduit territorial qui l'occupait, qui s'appelait donc, dans le langage diplomatique français, Daesh, dans le langage international, l'État islamique, et qui donc, depuis l'Irak ou la Syrie, pouvait projeter des cavaliers de l'apocalypse vers les populations civiles européennes, et notamment françaises. Ça avait été théorisé par un homme qui était un théoricien, un philosophe, si l'on veut. Le mot est un peu pompeux pour des gens comme ça, mais pour des criminels, un théoricien de la guerre révolutionnaire islamiste qui s'appelait Abou Moussab al-Souri. Et donc, dans le langage des spécialistes du terrorisme, des islamologues comme Gilles, que vous allez recevoir, on appelle ça le djihadisme de la 3e génération. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous sommes passés à un djihadisme de la 4e génération. Après celui de la guerre d'Afghanistan dans les années 80, puis après 2001, enfin avec 2001, les attentats du 11 septembre. Exactement, ça, voilà, vous avez absolument raison de faire ce rappel historique. 2001, c'est-à-dire le climax, en quelque sorte, de la nocivité de Al-Qaïda, de Ben Laden, représentait le djihadisme de la 2e génération. Puis après, il y a eu la 3e, donc on vient de le rappeler, au moment des attentats de 2015 avec Daesh, et maintenant il y a la 4e. La 4e a pour particularité qu'il n'y a pas besoin d'y avoir de donneur d'ordre, même à distance. Ouais, même un islamiste excité qui, à distance, avec son téléphone, dit Mohamed, tu vas aller te faire exploser sur les terrasses. On n'a plus besoin de cela. On a plus de donneurs d'ordre. Et c'est ce fameux djihadisme d'atmosphère qu'avec d'autres, Gilles Kepel a théorisé. Oui. Donc, effectivement, sans donneur d'ordre, qu'est-ce qui peut se passer ? Il peut se passer ce qui s'est vraisemblablement passé sur l'île d'Oléron. Cette très belle île d'Oléron, où voilà, quelqu'un qui est radicalisé, ça n'exclut pas les problèmes psychiatriques par ailleurs, mais quelqu'un qui est radicalisé n'a absolument pas besoin de se rattacher, même de façon indirecte, réticulaire, rhizomique, aurait dit Gilles Kepel, à une organisation terroriste pour passer à l'acte. Alors, quelle est la conséquence policière et sécuritaire, puisque oui, parce que vous citiez le procureur national antiterroriste, on peut citer également la ministre des Armées, Catherine Vautrin, qui exprimait hier son inquiétude. Je la cite, la menace terroriste reste extrêmement importante et lourde.
comment les forces de sécurité, les services de renseignement, le pouvoir exécutif, se sont-ils adaptés à cette évolution, cette mutation sur la forme et sur les profils des Je n'ai pas la chance, djihadistes. et vous non plus, nous n'avons pas la chance dans nos fonctions d'avoir le niveau d'information de Bruno Retailleau ou de Laurent Nunez. Mais nous avons des éléments de compréhension globale de la menace. Et effectivement, au travers d'un livre comme celui de Gilles Kellecke, de conversations qu'on peut avoir avec tel ou tel ministre, aussi de conversations que j'ai eues moi souvent avec Manuel Valls ou Bernard Cazeneuve, nous savons que la menace a muté et que donc aujourd'hui, face à ce terrorisme potentiellement très anarchique, très erratique, très imprévisible, il y a un haut gradient, en quelque sorte, d'imprévisibilité de la menace. Puisque, j'allais dire, n'importe quel islamiste, vous voyez, c'est pas que les OQTF, contrairement à ce qu'on dit, n'importe quel islamiste peut se dire un beau matin, bah tiens, j'ai envie de m'auto-missionner comme terroriste. Et cela, évidemment, change probablement le travail pour les services de police, mais aussi pour les services de renseignement. C'est absolument évident. Ça rend probablement à la fois la détection plus difficile, parce qu'après tout, c'était facile, vous voyez, même en interceptant des communications téléphoniques, de savoir que tel islamiste était en lien avec des fractions, alors plus ou moins centrales, peu importe, hein, mais d'une organisation qu'on appelait Daesh dans le langage français à l'époque, on pouvait retracer. Là, aujourd'hui, c'est plus difficile. Ce djihadisme d'atmosphère, par définition, peut frapper de la manière la plus aléatoire et la plus imprévisible. Alexis, est-ce que ça accorde une place plus importante au renseignement territorial à la DGSI ? À l'évidence. Car vous voyez bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas de zone du territoire national, outre-mer compris, hein, il n'y a pas de zone du territoire national qui soit totalement exceptée par la possibilité de la menace. Oléron, d'ailleurs, a frappé les Français à juste titre, parce que je ne sais pas si vous connaissez cette île, c'est une île de l'Atlantique, très paisible, vous voyez, voilà, on mange des huîtres, on passe des bonnes vacances. Personne ne pouvait imaginer qu'il y ait un passage à l'acte islamiste, même si, encore une fois, les preuves pour l'instant n'en sont pas totalement apportées, mais enfin, on a quand même de grandes chances qu'on ait eu affaire à cela. L'Akbar, c'est pas n'importe quel cri de ralliement, sur une île comme celle-là. Vous voyez ? Donc, effectivement, ça change la donne. Et pour aller dans votre sens, ça veut dire que la mobilisation, à mon avis, s'accroît. Depuis qu'on est passé du djihadisme entre guillemets de troisième génération théorisé par Al-Souri à ce fameux djihadisme d'atmosphère, il y a encore plus de nécessité au quotidien de surveiller. Alors, vous savez bien que je ne suis pas, à titre personnel, sur un plan philosophique, pour les sociétés de surveillance. Mais il était absolument évident que face à des menaces comme celle-là contre les populations civiles, la surveillance, elle s'impose. La surveillance, elle est, j'allais dire, le devoir de l'État régalien. Hein, le devoir de l'État régalien vis-à-vis de ses citoyens. Pourquoi ? Parce que l'État, c'est le monopole de la violence légitime, la fameuse formule de Weber. Mais face à des djihadistes, il est impératif de protéger la société française. Et donc de déployer sans doute des moyens nouveaux. Et je crois, Bruno Retailleau l'avait dit quand il était à Beauvau, les moyens de surveillance numérique se sont vraisemblablement beaucoup accrus ces derniers mois et ces dernières années sur ces sujets-là. Des phénomènes d'autoradicalisation sur les réseaux sociaux. Alexis, un chiffre important donné ces derniers jours dans le cadre de la préparation de la commémoration du 10e anniversaire des attentats de novembre 2015. Plus de la moitié des attentats menés ou déjoués sont liés à la guerre à Gaza. Est-ce que la radicalisation du discours politique sur la guerre depuis 2 ans et ces images diffusées sur les réseaux sociaux, est-ce que tout ça a un impact très concret sur le terrain ? Alors, vraisemblablement oui, mais on peut remonter à des éléments idéologiques. Après tout, la confrérie des frères musulmans, qui fournit potentiellement des candidats au djihad, ou en tout cas qui nourrit chez des personnes qui sont un petit peu radicalisées sans être des djihadistes, qui nourrit une vision fondamentaliste de l'islam. Intégriste ou fondamentaliste de l'islam. Elle a été fondée en 1928 par un homme, le grand-père de Tariq Ramadan, Hassan el-Banna, qui avait fait du rejet de la présence juive en Eretz Israël, au Moyen-Orient, qui en avait fait un des articles de foi de la fondation de son mouvement politique, comme vous le savez, d'ailleurs très largement combattu en Égypte par les forces laïques, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au gouvernement actuel de Al-Sisi. Eh bien, c'est sûr qu'il y a un lien, de ce point de vue-là, indissoluble entre l'islamisme, même sous ses formes militantes entre guillemets modérées, vous comprenez ce que je veux dire, non djihadistes, et l'antisémitisme de structure. Donc il est assez logique qu'un spectacle planétaire, par ailleurs critiquable, on peut critiquer, dans le cadre de la démocratie israélienne, beaucoup de voix
Je pense évidemment à Benny Gantz, mais je pense à Udo Olmert, etc. Ce sont évidemment, bien sûr, à Ilan Greishammer ou Denis Charbit, se sont élevés pour faire entendre une critique de la manière dont la guerre était menée. Mais là, c'est pas de cela qu'il s'agit. C'est que le spectacle de la guerre à Gaza a été instrumentalisé par des mouvements islamistes pour recruter à tour de force de nouveaux candidats des passages à l'acte. Y compris en France. Je crois que nous pouvons le craindre. Vous voyez. Et d'ailleurs, là, je me fie aussi à ce qui figurait dans le rapport sur l'entrisme islamiste qui avait été remis au ministre de l'Intérieur à l'époque où il était encore à Beauvau, Bruno Retailleau. Voilà. Et dans ce rapport, il y avait aussi ce lien qui était établi entre un certain frérisme d'atmosphère et un certain antisémitisme ambiant. Et on ne peut pas le nier. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actu-J qui sortira en kiosque dès jeudi. On en reparlera sans doute en fin de semaine. Merci à vous, bon après-midi. Très bon après-midi.